Aujourd'hui, on va parler des facteurs qui influencent la croissance microbienne. Donc, on va aller voir en quoi cette croissance-là consiste et comment la croissance des micro-organismes peut être influencée. Pour mettre les choses au clair en partant, quand je parle de croissance microbienne, je ne parle pas d'une croissance en termes, par exemple, d'un enfant qui passe de bébé à l'âge adulte. C'est vraiment l'augmentation du nombre de micro-organismes dans un environnement. Donc, si je parle, par exemple, de la croissance microbienne ou de la croissance des bactéries, dans la plaie d'un patient, dans un milieu de culture, ben, c'est l'augmentation du nombre de ces bactéries-là, ou l'augmentation du nombre de virus, ou l'augmentation du nombre de levures, mais non pas de la taille du micro-organisme lui-même. Comprendre les facteurs qui influencent la croissance, ça nous aide dans plein d'aspects de notre vie, ne serait-ce qu'au quotidien. Comprendre par exemple que la température a un effet sur la croissance des micro-organismes, mais on va vite comprendre que dans votre quotidien, on le fait. Vous mettez votre lait. Quand vous achetez du lait, vous le mettez où? Une fois à la maison. Généralement, vous allez le mettre au réfrigérateur. Donc, en le mettant à une température plus fraîche, les bactéries vont se développer beaucoup plus lentement. On va revenir sur la température de toute façon. Aussi, si on comprend bien les facteurs qui influencent la croissance des micro-organismes, bien, ça va nous permettre, souvent on veut les bloquer, mais aussi on pourrait vouloir qu'ils se développent. Si vous êtes une compagnie qui fait des probiotiques, si vous voulez que votre flore normale se régénère rapidement, bien, vous voulez lui donner tous les outils, toutes les conditions pour qu'elle se développe correctement. Donc, allons voir quels sont ces facteurs-là. Le premier, j'en ai parlé il y a quelques secondes, ben, c'est la température. Pensez, par exemple, quand on est en laboratoire, puis que vous mettez des géloses à incuber, à quelle température vous les mettez? Bien, vous les mettez à 37 degrés, parce que souvent, on travaille avec des bactéries qui sont des pathogènes de l'humain. Donc, notre température corporelle, c'est 36 à 37 degrés environ. Donc, on les incube, ces bactéries-là, à 37 degrés. Si on va dans les extrêmes, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, si on a de l'eau qui ne nous semble pas potable? Bien, on va la faire bouillir si on veut la boire. Donc, en faisant bouillir l'eau, en la montant à 100 degrés Celsius, bien, on va éliminer les micro-organismes. Puis là, je dis 100 degrés Celsius, mais il faut tenir compte du temps aussi. Si vous mettez des bactéries à 100 degrés Celsius pendant une seconde, je ne suis pas sûr que ça va être suffisant. Mais en les mettant plusieurs secondes, quelques minutes, on s'assure que les micro-organismes ont été tués. Puis j'ai parlé de la température fraîche aussi. Je vais revenir là-dessus. Quant au pH, pensez à votre estomac. Votre estomac est un environnement qui est extrêmement acide. La plupart des micro-organismes vont y mourir. Une des seules bactéries qui survit dans un pH acide comme votre estomac, c'est la bactérie Helicobacter pylori ou H. pylori. Cette bactérie-là va causer des ulcères, donc peut causer des problèmes assez importants là, au niveau de l'estomac. L'autre facteur, c'est la pression osmotique. La pression osmotique, ça peut être la concentration, par exemple, en sel ou en sucre qu'on retrouverait dans une solution ou dans des aliments, par exemple. Pensez à l'époque, avant les réfrigérateurs, ben, la pression osmotique, on l'utilisait déjà pour conserver les aliments. On salait la viande, on faisait des conserves ou des confitures, par exemple, qui étaient très sucrées. Comparez les deux confitures entre elles. Une confiture que vous faites maison, très peu sucrée, puis une confiture que vous allez acheter du commerce qui est très, très, très sucrée. Probablement que votre confiture maison ou une confiture qui est faible en sucre va se détériorer plus rapidement qu'une qui est très, très, très sucrée. D'ailleurs, le miel est une des substances, ou un des aliments, je devrais dire, qui ne devient jamais passé date, on va le dire comme ça. Du miel, c'est tellement sucré que les micro-organismes vont avoir de la difficulté à s'y développer. L'autre facteur, l'humidité. Pensez par exemple quelqu'un qui a un dégât d'eau à la maison ou quoi que ce soit, ou une pièce dans votre maison qui est très humide. Soit la cuisine parfois, ou les salles de bain, c'est peut-être pire. Souvent, on va voir par exemple des petites moisissures qui vont pousser sur le bord du bain, sur le bord de la douche, sur la céramique parfois. Ben, ces moisissures-là profitent de l'humidité qu'il y a dans l'environnement. Même principe, là, moi présentement, je suis dans mon sous-sol. Puis pendant l'été,
je me replace. Pendant l'été, souvent, l'environnement ici va être beaucoup plus humide. Donc, on a un déshumidificateur qui va abaisser l'humidité à un taux beaucoup plus faible, ce qui va permettre, ou pas permettre, mais qui va limiter, bloquer la croissance des moisissures, par exemple, qui pourraient croître, je sais pas moi, sur les murs, sur des boîtes de carton, quoi que ce soit. Mais si je reviens, par exemple, aux personnes qui ont subi un dégât d'eau, les gens qui ont eu des inondations, ben, la première chose qu'on veut faire, c'est assécher l'environnement, okay, pour éviter justement que les moisissures vont se développer très rapidement. Puis une fois que les moisissures se développent rapidement, ça devient très problématique pour la maison comme telle, mais pour vos poumons aussi, on peut développer des problèmes respiratoires assez importants. Pour ce qui est de l'atmosphère, là je parle de la concentration en oxygène. Je vais revenir tout à l'heure avec des graphiques qui expliquent ça, et aussi la concentration en CO2, qui vont être importants pour la croissance de certains micro-organismes. Aussi, la composition du milieu, donc par exemple, si on met des bactéries sur une gélose, ben, il faut tenir compte des besoins de cette bactérie-là. Est-ce qu'elle a besoin de plus de protéines, de plus de sucre, de moins de sel, de plus de sel? Donc on va tenir compte de ça aussi. Et il y a aussi un phénomène de compétition qui peut s'installer. Dans votre gros intestin, il y a une compétition incroyable qui se produit entre les divers micro-organismes. Tout le monde se bat pour les ressources, tout le monde se bat pour la nourriture, l'espace. Pensez par exemple à un patient là, qui subit une antibiothérapie. Donc, on lui donne des antibiotiques pour traiter par exemple une infection pulmonaire, mais on va éliminer une grande partie de sa flore digestive aussi. Ce qui peut arriver, surtout si c'est un patient âgé, c'est que des bactéries comme Clostridium vont se retrouver sans compétition. Donc, la fameuse C. diff, le Clostridium difficile, va se retrouver sans compétition et c'est là qu'elle va pouvoir proliférer avec plus de facilité et là causer les diarrhées et les problèmes digestifs chez votre patient, puis dans les pires cas même peut-être le tuer malheureusement. Donc on va regarder maintenant chacun des facteurs avec un petit peu plus d'informations. Par exemple, la température, on a différents types de micro-organismes en fonction de la température à laquelle ils poussent ou préfèrent pousser. Il y a les micro-organismes qui sont dits psychrophiles, qui préfèrent les températures fraîches. Donc, les psychrophiles peuvent jusqu'à un certain point se développer chez l'être humain, mais ça ne sera pas leur température idéale. Par contre, rappelez-vous, si vous mettez des micro-organismes de ce type-là dans les réfrigérateurs, bien, il y a des chances qu'ils se développent un petit peu plus rapidement. Okay? Un exemple de ça, c'est la bactérie Listeria monocytogenes qui cause la listériose. Elle se développe ou peut se développer relativement bien dans des températures fraîches, même au réfrigérateur. Et où on a eu des cas de listériose, c'est des gens qui se sont intoxiqués avec des viandes froides, avec des fromages, donc des aliments qu'on place généralement au réfrigérateur, mais la bactérie prolifère quand même. L'autre groupe, ce qu'on appelle les bactéries ou micro-organismes mésophiles, là, c'est les micro-organismes qui ont une température de croissance idéale à 37 degrés Celsius. Donc, parfaitement la température du corps humain. Donc, les bactéries mésophiles, donc, qui préfèrent la température du corps humain, ça ne veut pas dire, ok, je fais attention, toutes les bactéries qui poussent dans le corps humain ne sont pas pathogènes. Il y a beaucoup de bactéries qui sont mésophiles et qui nous sont très, très, très utiles. Okay? Mais si on se disait dans quel groupe de micro-organismes on retrouve le plus de pathogènes humains, ça serait dans le groupe des mésophiles, donc celles qui préfèrent la température qui est près du corps humain. Ensuite, les thermophiles. Les thermophiles, j'en glisse un mot, mais ce ne sont pas nécessairement des bactéries là, qui vont affecter l'être humain parce qu'on n'est pas assez hot. Okay? Ces bactéries-là préfèrent des températures beaucoup plus élevées. On va les retrouver dans des sources thermales, des geysers, donc dans des environnements vraiment plus chauds. Ces bactéries-là ont quand même un intérêt au niveau des biotechnologies pour l'être humain. On va les utiliser pour faire différentes techniques, par exemple du PCR. PCR, de façon très résumée, c'est une technique par laquelle on va prendre un échantillon, par exemple de sang ou de sperme, de la salive. Donc, on va récupérer l'ADN d'une personne, okay? Et on va amplifier, on va faire des copies de cet ADN-là. Pourquoi on prend donc des micro-organismes de ce type-là de thermophiles? C'est que parce qu'on doit, quand on fait du PCR, on doit augmenter la température à presque 90 degrés Celsius. Donc, ça prend des enzymes qui vont tolérer cette température-là. Donc, les micro-organismes thermophiles ont des enzymes qui tolèrent cette température. Donc, on prend des enzymes de bactéries thermophiles ou d'archéobactéries thermophiles pour faire notre PCR. Voilà.
Pour le pH, okay, on en a parlé tantôt aussi, donc la majorité des bactéries poussent à un pH près de la neutralité, c'est la majorité. Certaines d'entre elles tolèrent les pH un petit peu plus acides, comme par exemple Lactobacillus. Okay, Lactobacillus, c'est une bactérie qu'on va retrouver dans notre corps, oui, mais certaines bactéries de type ou de genre Lactobacillus, on les utilise pour faire du yogourt. Puis le yogourt, dans le fond, quand les bactéries sont dedans, ça acidifie les milieux. Et en étant plus acide, ça limite la croissance des bactéries pathogènes qui pourraient tomber sur le yogourt et le rendre impropre à la consommation. Donc, c'est rare, okay, ou ça va prendre du temps avant qu'un yogourt soit vraiment passé date. C'est une anecdote là-dessus. Moi, s'il y a des yogourts, par exemple, qui ne sont pas mangés avant la date de péremption, c'est clair que ma conjointe ne les donnera pas à mes enfants dans leur boîte à lunch. C'est souvent à ce moment-là que dans ma boîte à lunch, okay, apparaissent des yogourts pour enfants. Puis là, je regarde la date, puis ils sont passés date, mais ma conjointe sait que pour moi, ça ne me dérange pas. Je vais les consommer quand même. Donc, pour les différents groupes là, de bactéries en fonction du pH, il y a des bactéries dites acidophiles qui préfèrent les pH acides, donc comme Lactobacillus, puis Helicobacter pylori, la bactérie qu'on retrouve dans l'estomac, qu'on peut retrouver, c'est pas tout le monde qui l'a. Les bactéries neutrophiles, donc près de la neutralité, ce qui est la majorité, et les alcalophiles, donc qui vont préférer des pH beaucoup plus basiques. Donc, si on regarde aussi l'image que j'ai placée, ce que vous voyez ici, dans le fond, c'est un fruit. Okay? Souvent, les fruits sont très acides. Les bactéries vont avoir de la difficulté à les attaquer, mais les moisissures peuvent finir par le faire. Donc, il y a plusieurs moisissures qui ont une bonne tolérance à l'acidité et qui vont se développer là, sur des agrumes, citron, orange, ou des pêches, ou des pommes, ou quoi que ce soit. Pression osmotique. Il faut faire un petit rappel sur les notions d'osmose. Donc, l'osmose, c'est le déplacement de l'eau d'un côté à l'autre d'une membrane biologique, par exemple. Donc, si on place, par exemple, des globules rouges dans une solution d'eau distillée, l'eau distillée ne contient pas d'ions, il n'y a pas de sel dissous dedans. Donc, l'eau va avoir tendance à entrer, traverser la membrane vers l'intérieur du globule rouge. Le globule rouge va gonfler puis va finir par éclater sous cette pression-là. Si on place maintenant des globules rouges dans une solution isotonique, ça veut dire que les concentrations en ions ou en sel sont équivalentes à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'échange d'eau, l'eau va entrer et sortir, mais il va y avoir un équilibre. Ça, c'est la solution isotonique. Souvent, les solutés là, que vous allez donner à vos patients, ce sont des solutions isotoniques. Hypertonique, là, c'est l'environnement qui est très salé. Donc, si je prenais un globule rouge et je le plaçais dans un environnement hypertonique, mais à ce moment-là, l'eau va sortir des globules rouges, donc ils vont se déshydrater. Puis à ce moment-là, la cellule finirait par mourir de toute façon. Donc ça, c'est un milieu hypertonique. Donc si on ramène ça dans notre quotidien, c'est par exemple des aliments qui sont très salés, des aliments qui sont très sucrés. Donc les micro-organismes, bactéries, moisissures qui tombent sur ces aliments-là vont se dessécher. Donc l'eau dans la bactérie ou dans la moisissure va sortir et à ce moment-là, le micro-organisme va mourir. Encore une fois, certains micro-organismes tolèrent bien ces pressions-là. Il y a des bactéries qui tolèrent des niveaux de sel extraordinaires. Il y a des moisissures qui tolèrent bien ça aussi. Souvent, par exemple, donc sur l'image que vous voyez en bas, sur une confiture qui est très sucrée, les bactéries vont avoir plus de difficultés à pousser, mais certaines moisissures, avec le temps, pourraient finir par le faire. Donc, la pression osmotique va avoir un rôle à jouer là, sur la croissance ou non des micro-organismes. Puis, il y a même quelque chose d'intéressant à ce sujet-là. Il y a une compagnie canadienne qui avait commencé à développer des matériaux de construction avec une forte pression osmotique, donc avec une très forte concentration en sel dans les revêtements de murs et revêtements de plancher qu'on pourrait utiliser par exemple dans les hôpitaux ou dans les écoles. Et ce que ça ferait dans le fond, c'est que les bactéries, moisissures, survivraient moins facilement dans l'environnement. Donc c'est quand même intéressant comme procédé. On voit ici des exemples de la pression osmotique. Okay? Vous avez 5 géloses avec des concentrations de sel croissantes. Donc 0,85, ça c'est un milieu qui est isotonique. Okay? Donc la plupart des bactéries vont très bien pousser là-dessus. Sur la bactérie ici, c'est un bacillus. Donc à 0,85 pousse très bien. On a un staphylocoque qui est ici, puis on a un E. coli qui est là. À 0,85, tout le monde est heureux, tout le monde pousse. À 5%, déjà le bacillus a été éliminé. Staph, E. coli, encore là. 7,5, on a passé de 5 à 7,5. Le staph tolère encore. E. coli est disparu complètement. Et le bacillus, lui, il était déjà parti à 5. À 10%, mon staph
tolèrent encore et à 20%, toutes les bactéries que j'ai testées sont mortes. Il y a certaines rares bactéries qui pourraient tolérer du 20%, mais on s'entend que ce ne sera pas des bactéries qui sont pathogènes pour l'humain. Jamais on va avoir un taux de sel suffisamment important pour que ces bactéries-là poussent. Par contre, chose intéressante, pour le staphylocoque, on le retrouve beaucoup sur la peau ou au niveau du nez. Mais sur la peau, si vous avez déjà goûté votre salive, pas votre salive, pardon, votre sueur quand vous avez chaud, c'est salé. Donc, pour que les bactéries survivent sur notre peau, elles doivent tolérer une pression osmotique un petit peu plus élevée. Ici, les besoins en oxygène, ça c'est important. Okay? Plusieurs bactéries qui ont des besoins en oxygène qui sont différents. Par exemple, on va commencer de gauche à droite. Donc, les bactéries aérobies strictes, le nom le dit, les bactéries donc ont absolument besoin d'oxygène. Vous et moi, on est aérobie strict. On a besoin d'oxygène pour survivre. Donc, si on regarde, quand on place ces bactéries-là sur un milieu qui est dans un tube, bien, les bactéries vont croître en surface parce que c'est là où l'oxygène se situe. Donc, à ce moment-là, on va avoir des bactéries qui poussent comme ça. Où dans le corps ces bactéries-là pousseraient d'après vous? Les poumons, sur la peau, dans la bouche, dans des endroits où il y a beaucoup d'oxygène. Les bactéries aérobies strictes, ce ne sera pas des bactéries qui vont vraiment vous causer des problèmes digestifs. Parce que dans le gros intestin, il y a peu ou pas d'oxygène. Donc des bactéries, des exemples, je vais en montrer là, sur la diapo suivante, comme Bordetella pertussis et Pseudomonas aeruginosa. Ces deux bactéries-là sont reconnues pour être des bactéries qui causent des problèmes au niveau pulmonaire. Bordetella pertussis, c'est la bactérie qui cause la coqueluche, une infection pulmonaire, donc les bactéries qui vont s'attacher sur les cils des voies respiratoires. Pseudomonas aeruginosa, qui est une bactérie qui infecte beaucoup les personnes atteintes de fibrose kystique. Donc, c'est au niveau pulmonaire que cette infection-là va se faire. Pour les bactéries dites anaérobies facultatives, ce que ça veut dire, c'est que ces bactéries-là préfèrent quand il y a de l'oxygène. Donc, si vous regardez dans le tube, elles vont pousser beaucoup en surface, mais elles peuvent se débrouiller et pousser de façon plus ralentie, plus lente, où il n'y a pas d'oxygène. Meilleur exemple de bactéries comme celle-là, c'est E. coli. E. coli, on peut travailler avec en présence d'oxygène, elle va très bien se développer, mais dans votre gros intestin, là où il n'y en a pas ou peu, la bactérie va quand même se développer. Plus lentement, mais elle va le faire. Donc, si on regarde dans le tube, il y en a beaucoup en surface, mais il y en a de moins en moins, plus on va vers le fond du tube. Anaérobie facultatif. L'autre, anaérobie stricte, mais là, on parle de bactéries qui n'aiment pas l'oxygène. Même pire que ça, l'oxygène tue ces bactéries-là. Donc, si on regarde ici, encore une fois, dans le tube, en surface, il n'y a rien. Il y a de l'oxygène, la bactérie meurt. Mais si on va au fond du tube, là, à ce moment-là, on va avoir la croissance. Les meilleurs exemples de bactéries de ce type-là, puis vous les connaissez, c'est les bactéries Clostridium. Clostridium difficile, la C. diff, Clostridium tetani, tétanos, Clostridium perfringens, bactérie qui cause la gangrène. Okay? Ou Clostridium botulinum, qui cause le botulisme. Okay? Donc, ces bactéries-là n'aiment pas l'oxygène. Rappelez-vous maintenant votre patient qui a une C. diff. Okay? S'il va aux toilettes, donc les bactéries sont dans son gros intestin, il n'y a pas d'oxygène, la bactérie se développe correctement. Mais quand le patient va à la toilette, flush, il y a des aérosols, ça se propage partout, les bactéries retombent dans l'environnement, mais là, dans l'environnement, il y a plein d'oxygène. Donc, qu'est-ce que la bactérie va faire pour survivre? Les bactéries de type Clostridium, elles vont faire un endospore. Okay? Donc, l'endospore, c'est une petite forme de résistance, donc c'est une espèce de petit cocon que la bactérie se fait pour lui permettre de survivre dans un environnement qui, normalement, ne lui permettrait pas de survivre. Qu'est-ce qui va arriver par la suite? Une autre personne, un patient, un personnel de l'hôpital qui va arriver, va toucher un objet contaminé par les endospores bactériens, va se mettre les mains dans la bouche ou quoi que ce soit, et là, l'endospore va être avalé, va probablement survivre à l'acidité de l'estomac et va atteindre le gros intestin, et à ce moment-là, la bactérie va reprendre sa forme normale et causer des problèmes. Mais là, je ne dis pas que toute personne qui a du Clostridium va être malade. Probablement que moi, je suis porteur de Clostridium et je me porte très très bien. L'idée, c'est que quand un patient est affaibli, quand un patient fait de l'antibiothérapie et que maintenant il y a juste des Clostridium de présente, bien, c'est là que les symptômes, la maladie, les diarrhées vont apparaître. L'autre, maintenant, un petit peu moins intuitif, quand je parle d'anaérobie aérotolérant. Ce que ça veut dire, c'est que la bactérie n'utilise pas l'oxygène pour survivre,
Mais s'il y a de l'oxygène dans l'environnement, ça ne lui nuit pas non plus. Donc, si on regarde ce qui se passe dans le tube, ben, il y a de la croissance égale partout. Il n'y en a pas plus en surface, il n'y en a pas plus dans le fond. La bactérie va se débrouiller correctement partout. Des bactéries comme celle-là, on en a beaucoup au niveau, par exemple, de la bouche. Comme la bactérie Streptococcus mutans. Donc, c'est une bactérie qui n'utilise pas l'oxygène dans son métabolisme, mais qui va pouvoir se développer en présence d'oxygène ou sans oxygène. Elle n'a pas vraiment de préférence. La petite dernière, les microaérophiles. Donc, micro, ça veut dire quoi? Ça veut dire petit. Donc, microaérophiles aiment l'oxygène, mais juste un petit peu. C'est des bactéries qui sont un petit peu plus difficiles. Donc, si on regarde dans le tube, en surface, généralement, il y a 20% d'oxygène. L'air que vous inspirez présentement, c'est 20% d'oxygène. Donc, pour cette bactérie-là, qui est microaérophile, c'est trop 20%. Elle n'aime pas ça. S'il n'y en a pas du tout, dans le fond du tube, la bactérie va mourir aussi. Ça lui prend environ de 1 à 5% d'oxygène, cette bactérie-là, pour pouvoir survivre. Donc, une bactérie comme celle-là, je vais la retrouver où? Bien, je vais la retrouver dans mon tube digestif. Je vais la retrouver, par exemple, au niveau de mon jéjunum, qui est une partie du petit intestin. Donc, Campylobacter jejuni, qui peut causer des infections. Et Helicobacter pylori, bactérie de l'estomac, qui elle aussi est microaérophile. Je veux insister un petit peu sur la bactérie Pseudomonas aeruginosa. Donc, cette bactérie-là, j'ai travaillé beaucoup dessus à ma maîtrise. Puis là, j'avais juste sorti quelque chose pour vous montrer. Ça, c'est mon mémoire de maîtrise. Okay? Ça, c'est un rapport de lab de 180 pages environ. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur cette bactérie-là, Pseudomonas aeruginosa, pour essayer de comprendre comment elle fonctionnait et comprendre ses mécanismes de résistance aux antibiotiques, mais je reviendrai là-dessus dans une autre section. Donc, cette bactérie-là, qui est une bactérie, un bâtonnet, gram négatif, c'est une bactérie opportuniste. Elle profite de la faiblesse de ses hôtes pour les infecter. Si vous avez une santé normale, des poumons sans problème, donc sans fibrose kystique, sans asthme ou quoi que ce soit, cette bactérie-là ne vous infectera pas, ou du moins plus difficilement. Tandis qu'un patient qui est atteint de fibrose kystique va avoir beaucoup de sécrétions qui vont être sécrétées au niveau de ses poumons, et les bactéries vont aller se loger là-dedans, puis vont être à l'abri un petit peu du système immunitaire. Donc, elles vont pouvoir proliférer, et ça va créer beaucoup de problèmes au niveau respiratoire pour le patient. Ça peut être très dangereux. Puis ces bactéries-là, malheureusement, deviennent ou peuvent devenir très, très, très résistantes. Les pires exemples que j'ai vus, juste pour expliquer, par exemple, pour qu'une bactérie soit considérée résistante aux antibiotiques, il faut qu'elle puisse survivre à une concentration de 2 microgrammes par ml d'antibiotiques. Certaines bactéries avec lesquelles j'ai travaillé pouvaient tolérer une concentration de plus de 2000 microgrammes par ml d'antibiotiques. C'est énorme. Okay? On ne pourrait pas traiter un patient avec ça. On intoxiquerait notre patient, son foie, tous ses organes, ses reins flancheraient tellement ça serait concentré comme antibiotique. Bref, c'est une bactérie qui est dangereuse. On peut la reconnaître, si vous voyez la gélose qui est ici. Okay? On voit une espèce de petite teinte verdâtre dans la gélose. C'est souvent justement un signe de la présence de Pseudomonas, d'avoir cette teinte-là sur une gélose. Souvent, c'est une gélose qu'on va appeler la Mueller-Hinton, la MH. Puis on va voir cette bactérie-là. Quand je travaillais ça avec ces bactéries-là, souvent, nous, on recevait des expectorations, donc littéralement des crachats de personnes atteintes de fibrose kystique. Puis on récupérait les bactéries qui étaient là-dedans, puis on faisait des tests sur les bactéries par la suite. La fibrose kystique donc, va s'en prendre à plusieurs organes. Les poumons, c'est celui sur lequel j'ai travaillé le plus, mais il y a aussi le foie, le pancréas qui peuvent être atteints. Puis il y a une autre chose que je voulais dire aussi, c'est que la fibrose kystique, c'est pas une infection bactérienne. Il faut faire attention. La fibrose kystique, c'est une maladie génétique. On doit hériter de gènes défectueux de nos parents pour être atteint de cette maladie-là. Mais cette maladie génétique-là nous rend plus vulnérables à une infection comme Pseudomonas. Donc, c'est là la petite distinction. Pour les conditions de croissance, par exemple, si moi, je travaille dans un laboratoire d'analyse biomédicale, puis je veux savoir si le patient a une infection à Clostridium, mais je ne peux pas juste prendre un échantillon de sel et le mettre sur une gélose et le mettre à l'incubateur. La bactérie ne poussera pas, il y a présence d'oxygène. Donc, je dois utiliser, par exemple, une jarre anaérobie. Donc, je vais mettre mes cultures, donc mes plats de pétri avec la bactérie dessus, dans cette jarre-là. On va ouvrir des petits sachets
on en voit un ici, qui vont libérer des gaz et qui vont capter, neutraliser l'oxygène qui est présent dans la jarre. Donc, l'environnement dans la jarre va devenir anaérobie. Pour les labos un petit peu plus spécialisés, on pourrait avoir aussi des chambres anaérobie. Donc, littéralement, on rentre nos mains dans des gants, dans une pièce qui est fermée. Okay? Et cet environnement-là est dépourvu d'oxygène. Donc, ça nous permet de travailler avec des bactéries qui sont anaérobies strictes. Maintenant, souvent en laboratoire, donc on va travailler avec des géloses qui laissent pousser beaucoup de micro-organismes, mais souvent à l'hôpital, on veut un diagnostic plus rapide. Donc on va utiliser des milieux de culture, donc des plats de pétri avec une gélose, qui vont être soit sélectifs, différentiels ou parfois même les deux. Quand on parle d'un milieu sélectif, c'est que le milieu va inhiber, va bloquer la croissance de certaines bactéries puis laisser d'autres pousser. Par exemple, je pourrais avoir un milieu qui ne laisse pas croître les bactéries Gram positifs, mais qui va laisser pousser les bactéries Gram négatifs. Pour ce qui est du milieu différentiel, ben là, il va y avoir soit une couleur ou un aspect qui va changer sur la gélose. Donc, je pourrais avoir des bactéries qui vont pousser d'une certaine couleur sur un milieu donné. Je pourrais avoir un milieu qui va changer de couleur si la bactérie que je recherche pousse dessus. Okay? Puis, il y a certains milieux, comme le milieu mannitol-sel, je vais vous montrer une image dans quelques instants, qui est à la fois sélectif et différentiel. La gélose mannitol-sel, elle est sélective parce qu'elle est très concentrée en sel. Donc, il y a seulement les bactéries halophiles qui peuvent pousser dessus. Donc, elles doivent tolérer une concentration en sel de 7,5 %. Donc, milieu sélectif. Je choisis les bactéries qui sont résistantes à cette concentration de sel-là et j'élimine les bactéries qui ne sont pas tolérantes. Donc, ça élimine une partie des bactéries que je ne veux pas. Différentiel, c'est que si les bactéries qui poussent sur la gélose peuvent métaboliser le mannitol. Le mannitol, c'est un type de sucre. Il y a très peu de bactéries qui peuvent faire ça, digérer le mannitol. Donc, le milieu, qui est à la base, il est rouge. Je vais vous montrer une image. Donc, on le voit ici. Donc, le milieu, ça, c'est sa couleur normale. Okay? Il est rouge. Il y a un indicateur pH dedans. Donc là, on doit être dans un environnement qui est, je vais le dire demain, normal, pH neutre. Mais la bactérie, donc si elle pousse dessus, donc ici on voit qu'il y a eu une croissance bactérienne, donc la bactérie tolère le sel, elle est donc sélectionnée, mais vous voyez que le milieu est tourné au jaune. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la bactérie a dégradé le mannitol et en dégradant ce sucre-là, elle a créé un acide et ça l'a acidifié le milieu et l'indicateur pH est passé du rouge au jaune. Donc si on a par exemple un prélèvement au niveau du nez chez un patient, on met ça sur une mannitol-sel, puis que ça tourne au jaune, ben, on vient de confirmer que le patient est porteur d'une bactérie de type Staphylocoque, souvent Staphylocoque aureus, Staph aureus. Vous avez d'autres exemples de milieux sélectifs et différentiels. Par exemple, ici, la gélose McConkey qui est très utilisée à l'hôpital. Cette gélose-là ne laisse pas pousser les bactéries Gram+, mais elle va pousser les bactéries Gram-. Et entre les Gram-, on peut distinguer les bactéries qui peuvent métaboliser le lactose, ici. Donc, par exemple, comme E. coli et Klebsiella. Et ici, c'est les bactéries qui ne fermentent pas le lactose. Donc, il n'y aura pas cette espèce de couleur violacée, rose, un peu aspect visqueux qu'on voit chez les bactéries qui peuvent fermenter le lactose, tandis qu'ici, il y a eu croissance. Donc, c'est des bactéries Gram-, mais elles ne fermentent pas le lactose. Puis ça peut nous permettre d'identifier plus facilement les bactéries à ce moment-là. Celle-là ici, c'est vraiment génial. Les chromagores. Les bactéries qui y poussent vont avoir une couleur différente en fonction de l'espèce à laquelle elles appartiennent. Donc, par exemple, on s'entend que c'est le technicien qui a écrit les noms. Ce n'est pas la bactérie qui épelle son nom elle-même. Donc, E. coli va pousser, elle aura l'aspect rose. Klebsiella sera violacée. Proteus, qui est une bactérie qu'on peut retrouver dans les infections urinaires. Donc, Proteus, disons une couleur un petit peu plus, je ne sais pas moi, beige, orangé. Enterococcus. Enterococcus faecalis ou par exemple une que vous connaissez, l'ERV, entérocoque résistant à la vancomycine. Ensuite, on a deux staphylocoques, donc Staphylococcus saprophyticus et Staph aureus. Vous voyez, c'est deux staph, mais ils n'ont pas la même couleur. Donc ces géloses-là, c'est vraiment génial. Juste en voyant la couleur de la colonie bactérienne, on peut déjà savoir qu'est-ce qu'il y a sur la gélose. Autre exemple, mise en situation, si on devait faire un prélèvement et qu'on devait identifier une certaine bactérie. Donc, vous avez un patient, un jeune patient souvent, donc c'est souvent les enfants, qui serait potentiellement infecté, là, si on veut compléter la petite ligne qui est là,
par la coqueluche. Okay? Coqueluche, une infection bactérienne qu'on voit souvent chez les enfants. Les enfants qui n'ont pas été vaccinés, je ne reviendrai pas là-dessus, mais les vaccins peuvent nous protéger de cette infection-là. Donc, un enfant pas vacciné se fait infecter par cette bactérie-là et on veut diagnostiquer. Donc, on veut voir rapidement si cette bactérie-là est présente dans les poumons de l'enfant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un prélèvement nasopharyngé avec un écouvillon, mais pas n'importe quel écouvillon. Okay? On ne pourrait pas prendre juste un petit écouvillon avec de la ouate, okay? Du coton au bout, parce que la ouate va inhiber les bactéries et ça va nuire à notre identification. Donc, ça prend un écouvillon spécial, okay, d'alginate de calcium. Par la suite, on va avoir un milieu de transport, okay, le Cold Blood Agar, okay, donc un milieu de transport qui va permettre de déposer l'écouvillon dedans et permettre la survie des bactéries jusqu'à ce qu'on amène ça au laboratoire pour analyse. Je pense que j'ai dit Cold Blood Agar, mais je pense que c'est pas un agar comme tel, mais peu importe, je m'excuse pour ça. Donc, on va l'ensemencer par la suite. Donc, on a notre écouvillon, on l'a transporté et on va le placer sur une gélose particulière, une gélose comme celle-là, la gélose BG ou Bordet Jangou. Donc, cette gélose-là, il y a 20% de sang dedans. Il y a une infusion de patates, donc souvent ça va être les sucres qu'on trouve dans les patates qui vont être intéressantes. Puis on va avoir certains antibiotiques aussi. Donc on veut limiter la croissance de certaines bactéries, particulièrement de bactéries comme de type S. aureus, parce que si on fait un prélèvement nasopharyngé, il est fort possible qu'on ait du Staph aureus, puis on ne veut pas que ce soit S. aureus qui pousse. Donc on va inhiber cette bactérie-là et on va laisser la chance aux bactéries que l'on recherche de pousser si elles sont présentes. Tant mieux si elles ne le sont pas. Mais si elles sont présentes, donc on va pouvoir le diagnostiquer. Donc, de quoi auront l'air les colonies? Donc, des petites colonies bombées d'environ 1 mm de diamètre, luisantes et de couleur argentée, qui ressemblent à des petites gouttelettes de mercure. Donc, c'est un petit peu ce que l'on voit, je pense qu'on le voit mieux sur cette image-là ou celle-ci. Okay? Donc, ça serait un diagnostic positif de coqueluche. Donc, pas nécessairement une bonne nouvelle pour l'enfant ni pour sa famille. Ça va prendre des traitements antibiotiques et ça peut être très souffrant très longtemps pour l'enfant, beaucoup de difficultés respiratoires. Dans les pires cas, ça peut entraîner la mort. Okay? Et dire que tout ça aurait pu être évité par un vaccin. La gélose sang, littéralement, c'est du sang de mouton qu'il y a à l'intérieur. Cette gélose-là, donc, va être un milieu qui est très riche. Beaucoup de micro-organismes vont pousser dessus, donc il n'est pas très sélectif. C'est un peu le buffet tout inclus, cette gélose-là. Par contre, elle va nous permettre d'aller chercher une information importante, à savoir quelles sont les capacités hémolytiques des bactéries. Donc, est-ce que les bactéries peuvent dégrader le sang dans la gélose? Il y a 3 types d'hémolyse, puis encore une fois, c'est le technicien là, qui a tracé le symbole avec les bactéries. Donc, quand on parle d'une hémolyse alpha, c'est une hémolyse qui est partielle. Donc, on va avoir le alpha qui est ici. Donc, cette hémolyse-là, on attaque un petit peu le sang, mais pas au complet. On va avoir une espèce de croissance d'apparence verdâtre sur la gélose. Donc, hémolyse alpha. L'hémolyse bêta, c'est une hémolyse totale. Donc, littéralement, on voit à travers la gélose, tous les globules rouges en présence des bactéries ont été détruits. Donc, souvent, les bactéries vont avoir des enzymes, comme des hémolysines, des choses comme ça, qui vont détruire les globules rouges. Et ce que ça va permettre, c'est que ça va donner plein d'éléments nutritifs à la bactérie qui va pouvoir se nourrir de ça par la suite. C'est sûr qu'une bactérie comme celle-là, si elle se retrouve dans votre sang, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle, mais encore une fois, il faut faire attention. Je peux avoir des bactéries qui sont très dangereuses, très pathogènes, qui sont des alpha, qui font une hémolyse alpha. Puis je pourrais avoir des bactéries qui ne sont pas dangereuses, par exemple sur ma peau ou dans mon tube digestif, qui font de l'hémolyse bêta. Okay? Fait qu'il ne faut pas associer hémolyse bêta égale mort à tout coup. Okay? Mais c'est sûr qu'il y a certaines bactéries qui sont bêta-hémolytiques, comme certains staph, certains strep, qui peuvent être dangereuses. On s'entend que la mangeuse de chair, ben, elle pourrait être dans ce groupe-là, qui est un streptocoque. Et ensuite, la petite dernière, ben, c'est aucune hémolyse, qu'on appelle l'hémolyse gamma. Encore une fois, elle ne détruit pas le sang, mais ça ne veut pas dire qu'une bactérie qui a une hémolyse gamma n'est pas dangereuse. Okay? Elle pourrait causer bien des problèmes dans mes poumons ou ailleurs dans mon corps. Donc voilà, ça termine ce chapitre sur la croissance microbienne. Il y a quelques mots que j'ai placés là, que vous devriez comprendre pour bien comprendre le chapitre comme tel. D'autres renforcements que vous pouvez faire, répondre à ces questions, lire le chapitre 5 dans le Tortora si vous l'avez. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec moi, ça va me faire plaisir d'y répondre. Bonne fin de journée.